Yo les trashers, notre planète bleue n'est pas un sage petit rocher flottant dans le cosmos. C'est une force dormante, constamment en mouvement, capricieuse, dont les hommes en ont régulièrement fait les frais. Et ça, c'est sans compter sur les cailloux de l'espace qui peuvent faire des dégâts assez vénères comme en 1490 au Xinjiang en Chine, où une pluie de météorites a tout ravagé, coûtant la vie à 10 000 personnes. Et ouais, la menace stellaire mise de côté, entre les volcans, les tremblements de terre, les cyclones et les variations brutales de température, je vais vous parler des plus grandes catastrophes naturelles de mémoire d'homme. Les éruptions volcaniques. Ces coulées de lave rougeâtre, piquant jusqu'à 1200 degrés Celsius, ces bulles de gaz qui font gronder la montagne. Bien qu'impressionnante, la lave est un danger qui se maîtrise. On appelle ce genre de volcans, comme l'Etna ou le Piton de la Fournaise, des volcans efflusifs. S'ils ne sont pas à l'origine de catastrophes majeures, c'est tout le contraire des explosifs. Le cas d'école est évidemment l'éruption du Vésuve en l'an 79 qui a ravagé la ville romaine antique de Pompéi. Premier souvenir de l'humanité confrontée à la montagne en colère. Ces volcans sont composés d'andésite, une roche grise qui, une fois en fusion, devient visqueuse, emprisonnant tous les gaz. Fatalement, tout finit par exploser. Une explosion qui ne produit ici aucune coulée de lave, mais ce qu'on appelle des nuées ardentes. Un nuage composé de cendres et de beaucoup de gaz qui se déplace à 500 km/h et peut atteindre 700 degrés Celsius. Les habitants de Pompéi ont donc été littéralement saisis par la nuée ardente dans leurs derniers instants. Pourtant, l'éruption du Vésuve n'est pas la plus meurtrière et les volcans explosifs sont restés à travers le temps les plus traîtres car les plus imprévisibles. En 1883, c'est le volcan gris d'Indonésie qui entre en éruption, le volcan Krakatoa, et prend la vie de 36 000 personnes. L'éruption provoque des nuages que l'on pouvait observer depuis l'Europe du Nord pour une puissance que l'on estime 10 000 fois supérieure à la bombe Hiroshima. En 1902, la montagne Pelée en Martinique a complètement ravagé la ville de Saint-Pierre et ses 30 000 habitants. Mais la palme de l'éruption la plus vicieuse revient à Laki en 1783 en Islande, qui a créé un mini dérèglement climatique partout en Europe. La famine en Islande a décimé 20% de la population. En Europe, se sont enchaînées sécheresses inattendues et froid glacial, misère et disette sur plusieurs années. On l'appelle le volcan de la Révolution car ce serait lui qui aurait de fil en aiguille provoqué la prise de la Bastille en 1789. Séisme et tsunami. Le mal vient de sous nos pieds, la terre tremble et tout s'écroule autour de vous. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est pas un tremblement de terre en lui-même qui tue, mais ses conséquences. Effondrement, glissement de terrain et tsunami, les bilans étant toujours plus lourds en environnement urbain. Des tremblements de terre, vous en avez très régulièrement dans l'actualité et certains pays ont pris plus cher que d'autres. Et le cas le plus marquant récemment est celui de Haïti en 2010 qui a coûté la vie à près de 230 000 personnes. Un séisme ou tremblement de terre se produit à cause du mouvement des plaques tectoniques. Elles sont toujours en mouvement, se déplacent régulièrement de quelques millimètres à centimètres par an, mais parfois elles se bloquent. Il faut alors imaginer un ensemble de rouages qui tournent tranquillement dans lequel on met soudain un bâton. L'énergie s'accumule jusqu'à un point de rupture, c'est le séisme. Plus les failles restent bloquées et plus la rupture sera puissante. Quand la terre tremble au milieu des eaux, la conséquence directe est le tsunami ou raz-de-marée, d'immenses vagues de plusieurs mètres de haut qui ravagent tout. Les côtes sont littéralement asséchées sur plusieurs dizaines voire centaines de mètres avant de voir s'abattre ce monstre d'eau. Tout le monde se rappelle du tsunami du Sri Lanka en 2004 qui aura coûté la vie à pas moins de 220 000 personnes des suites du séisme de magnitude 9.3 sur l'échelle de Richter au large de l'île de Sumatra, mais également du tsunami japonais de 2011 provoquant la catastrophe nucléaire de Fukushima. Autre conséquence plus exceptionnelle, cela dit, les séismes peuvent provoquer également des avalanches dans les montagnes proches de l'épicentre, ce qui s'est produit en 1970 au Pérou à Ancash, causant la mort de 75 000 personnes. En 1556, le séisme le plus meurtrier du monde s'abat quant à lui sur la province de Shaanxi et les rares témoignages de l'époque parlent de crevasses de plus de 20 mètres qui se sont ouvertes, d'effondrements et glissements de terrain où 60% de la population sur près de 500 km aux alentours de l'épicentre ont trouvé la mort, pour un bilan de 830 000 décès. N'allez pas croire qu'en Europe, on n'est jamais touché par des séismes. Sous nos pieds se trouvent aussi des failles qui glissent entre elles et qui ont par le passé provoqué des tremblements. En 1908, c'est la ville de Messine en Italie qui est complètement ravagée, provoquant entre 75 000 et 100 000 morts. Le tremblement de terre à Lisbonne en 1755, bien que moins meurtrier, 60 000 décès quand même, marquera quant à lui les Lumières, traumatisme d'un âge et souvent cité dans de nombreuses œuvres littéraires comme Candide de Voltaire. Les vents violents.
Formation nuageuse d'intensité variable, les tempêtes et cyclones sont généralement accompagnés de vents violents, de pluies intenses, de tornades ou d'orages. Elles peuvent être tropicales comme l'ouragan Katrina de 2005 qui a ravagé la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, ou de latitude moyenne, cas de la tempête David du 17 janvier 2018 qui fait encore des ravages en Europe, voire celle de Martin et Lothar de 1999, bien plus dévastatrice en France. Dans ces cas-là, tout est une histoire de pression atmosphérique. Si la formation d'un cyclone ou d'une tempête diffère, le cœur de leur formation reste le même. La rencontre de masses d'air froide et chaude créant des différentiels de pression plus ou moins violents en fonction de l'écart de chaleur entre les deux formations. Plus l'air chaud sera chaud, plus l'air froid sera froid et plus les vents seront violents. Des phénomènes plus réguliers dans l'hémisphère sud du fait de l'humidité de l'air qui joue également un rôle primordial dans leur formation. On parle ainsi d'ouragans quand ces différentiels ont lieu dans l'hémisphère nord atlantique et pacifique, de cyclones dans l'océan Pacifique et Indien, de typhons dans le nord-ouest du Pacifique près des côtes japonaises, indonésiennes et australiennes. On retrouve parmi les tempêtes les plus violentes de l'histoire le cyclone de Bola au Bangladesh qui a coûté la vie à plus de 500 000 victimes pour des vents atteignant les 200 km/h, le typhon Daifong en 1881 au Vietnam tuant 300 000 personnes et le cyclone Koringa en Inde en 1839 dans la baie du Bengale coûtant la vie également à 300 000 autres victimes. Encore une fois, des événements qu'on ne peut que prédire avec une courte avance. Les dégâts matériels et humains sont toujours monstrueux et on ne peut rien y faire, sinon attendre que ça passe. Quand la météo s'emballe. Moins impressionnant mais non moins dévastateur, les variations extrêmes du climat ont fait pas mal de dégâts. Premier cas, celui des fortes chaleurs caniculaires qui assèchent les terres et sont un danger pour les personnes fragiles. On se rappellera ici pour beaucoup de l'épisode de chaleur de 2003 qui s'est abattu non pas juste en France mais dans toute l'Europe, coûtant la vie à pas moins de 15 000 Français, essentiellement des personnes âgées, et 20 000 Italiens. Avec un mercure plafonnant à 40 degrés Celsius en moyenne de juin à août 2003, un air assez sec et surtout des nuits tout aussi chaudes, s'en est suivi une crise politique importante et une remise en cause de notre système de prévention, les décès étant essentiellement dus par déshydratation. A l'inverse aussi, des situations de froid extrême expérimentées dans des zones habituellement douces sont également des grands risques de catastrophe pour les populations locales, à l'image du blizzard qui a frappé l'Iran, l'Iran en 1972, causant la mort de 4000 personnes par une série de violentes tempêtes de neige, un phénomène qui s'est également reproduit en 2008 en Afghanistan. Enfin, les inondations, que l'on connaît bien en France et en Europe, puisque sont des catastrophes naturelles les plus courantes, mais aussi et surtout en Asie, logique en période de mousson. Si les dégâts sont généralement matériels, il arrive que ces submersions soient particulièrement rapides et imprévisibles, combinant plusieurs facteurs aggravants. C'est ce qu'il s'est malheureusement passé en Chine en 1931. Forte chute de neige en montagne et fortes précipitations avaient déjà augmenté sévèrement le niveau des rivières, ce à quoi se sont enchaînés 7 cyclones tropicaux et la fonte des neiges en montagne. Les rivières déjà bien hautes et les sols gorgés d'eau par des semaines de pluie ont alors totalement ravagé le Hubei, le Hunan, le Jiangxi et les villes de Wuhan et Shanxi. Pendant 2 mois, on dénombre 4 millions de morts seulement par les inondations, sans compter les nombreuses maladies provoquées par les corps encore à l'air qui auront raison des vivants. Beaucoup de ces catastrophes, dans l'histoire, l'homme a appris à vivre avec. On ne parle évidemment que très rarement de ces zones touchées quotidiennement par des séismes, que ce soit au Japon ou en Russie, ni même des épisodes de mousson qui reviennent chaque année. Si aujourd'hui, on a la sensation qu'ils sont de plus en plus violents, c'est pour 2 raisons. La première, qu'on nous rabâche sans cesse, c'est évidemment le dérèglement climatique, qui serait la cause d'événements violents. Bon, c'est un fait, ces épisodes ont tendance à s'intensifier. Le second point qu'on entend, cela dit un peu plus rarement, hors cas des inondations, c'est celui de la concentration urbaine. Mauvaises infrastructures, construction dangereuse, entassement de la population, autant de facteurs aggravants qui malheureusement ne sont que pointés du doigt, mais jamais remis en question. Les zones les plus violemment touchées étant les pays les plus pauvres n'ayant que peu de moyens pour assurer la sécurité de ses habitants.